La nuit est déjà bien avancée, quand les portes vitrées des urgences pédiatriques de Lyon s'ouvrent dans un souffle froid. Un homme entre en trombe, portant dans ses bras un petit garçon en pyjama bleu, la tête enfouie contre son épaule. Il transpire, respire trop vite, ses yeux cherchent quelqu'un, n'importe qui. Le genre d'homme qu'on a l'habitude de voir en costume dans un bureau vitré, pas sous la lumière crue d'un hôpital à minuit. S'il vous plaît, c'est mon fils. Il n'arrive plus à respirer. Lâcheté, il d'une voix brisée. Derrière le comptoir, une infirmière lève la tête. Elle s'appelle Camille. Blouse blanche, chignon un peu défait par la longue garde, cerne sous les yeux, mais un regard d'une douceur calme, presque étonnamment posé dans ce chaos de bips et de portes qui claquent. Elle se lève aussitôt, contourne le comptoir. « Bonjour, je m'appelle Camille », dit-elle en gardant sa voix basse. « Comment il s'appelle ?»« Léo. Il a 7 ans. Le petit garçon siffle. Sa poitrine se soulève en effort désespéré. Camille pose 2 doigts sur son poignet, déjà en train d'évaluer, d'anticiper. « On y va, monsieur. Suivez-moi, d'accord. On va s'occuper de lui. » Elle ne le sait pas encore, mais en ce moment précis, elle ne soigne pas seulement un enfant en crise respiratoire. Elle touche, sans le savoir, quelque chose de beaucoup plus fragile. Le cœur d'un père qui a appris à tout contrôler, sauf ce qu'il ressent. Dans la petite salle d'examen, Camille s'active avec une précision tranquille. Elle installe Léo sur le lit, ajuste le brassard de tension, fixe l'oxymètre au petit doigt tremblant. Le garçon a les yeux embués de larmes, tente de parler, mais les mots se coincent. « Chut, Léo. Respire comme ça. Regarde. » Camille exagère ses inspirations et expirations, lentes, profondes. « Tu peux le faire avec moi ?» Ses yeux accrochent ceux du petit garçon, vert et affolé. Elle lui sourit. Un vrai sourire, pas un sourire professionnel trop lisse. Un sourire qui dit « Je vois que tu as peur, mais tu n'es pas seul. » L'homme se tient à côté du lit, les poings serrés, inutile. Une veine bat à sa tempe. Il n'est plus le PDG sûr de lui qu'il est le jour, mais un père paniqué, projeté dans un univers qu'il ne maîtrise pas du tout. « C'est de l'asthme ?» demande-t-il, la voix tremblante. « Il a déjà fait des bronchites, mais jamais comme ça. On va lui donner un traitement pour qu'il respire mieux. D'accord ?» répond Camille sans quitter Léo des yeux. « Je vous expliquerai après. Pour l'instant, restez près de lui. Il a besoin de vous sentir là. » Elle prépare le nébuliseur, approche le masque du visage du petit. Léo recule, refuse instinctif. « Non, j'aime pas. » Camille s'accroupit à sa hauteur. « Tu sais quoi? Moi non plus. Je ne l'aime pas beaucoup, ce masque. Il fait du bruit. Il est un peu ridicule. » Elle fait une grimace, juste assez pour provoquer un sourire hésitant. « Mais il est super fort, il aide les poumons à se détendre. On pourrait l'appeler, je ne sais pas, le masque magicien ?» Un éclat de curiosité passe dans les yeux de Léo. « Il fait de la magie ? Bien sûr. Tu veux essayer ? Et si ça ne te plaît pas, on le débranche et on le renvoie au pays des masques magiciens. Deal ?» Il hoche la tête, docile. Son père regarde la scène, à la fois soulagé et fasciné. Comment fait-elle? Comment, en quelques secondes, elle arrive à apprivoiser la peur, à l'envelopper dans quelque chose de doux? Le masque se met à vrombir. Un léger nuage de médicaments vient caresser le visage de Léo. Camille surveille les chiffres qui s'affichent sur l'écran. Elle sent, imperceptible d'abord, puis plus net, le souffle du petit garçon qui s'apaise. Elle jette un coup d'œil au père. Il la fixe comme si elle tenait le monde entier entre ses mains. « Ça va aller », murmure-t-elle. « Regardez, sa saturation remonte déjà. » Il expire enfin, comme s'il retenait sa respiration depuis qu'il a franchi la porte de l'hôpital. Il ne le sait pas encore. Mais ce soir-là, alors qu'elle soigne son fils, quelque chose se fissure dans la carapace qu'il a mis des années à construire. Un tout petit éclat de lumière passe. Et cette lumière, c'est elle. Il s'appelle Adrien Morel. 40 ans.
PDG d'une entreprise de logiciels de cybersécurité qui a explosé ces dernières années. On parle de lui dans les Échos, on l'invite à des conférences, on le cite comme exemple de « réussite à la française ». Mais rien de tout ça n'a de sens. Là, dans cette chambre d'urgence pédiatrique où il s'assoit, soudain épuisé, sur la chaise en plastique à côté du lit de son fils. Adrien est père célibataire depuis 3 ans. Sa femme, Claire, est partie. Une séparation propre, sans cris ni drame spectaculaire, mais avec cette froideur tranchante des décisions définitives. Elle est partie pour un autre homme, pour une autre vie, pour un autre pays même. Elle a renoncé à la garde de Léo, estimant qu'elle n'était pas faite pour être mère. Depuis, Adrien jongle. Entre les réunions, les levées de fonds, les soirées de networking et les devoirs du soir, les repas réchauffés, les rendez-vous chez le pédiatre. Il se débrouille, comme il peut, parfois bien, parfois moins. Cette nuit-là, il s'en veut terriblement. Léo commençait à tousser depuis 2 jours. Il l'a remarqué, bien sûr. Il lui a donné du sirop, il a mis un oreiller supplémentaire pour le surélever. Il avait prévu d'appeler le médecin demain matin. Mais demain matin est devenu une crise de panique, une respiration sifflante, un enfant agrippant son t-shirt en chuchotant « Papa, j'y arrive plus ». Camille revient après une dizaine de minutes. Elle a retiré ses gants, son badge infirmière, pédiatrie, cliquette légèrement sur sa poitrine. Il répond bien au traitement. Annonce-t-elle. On va le garder en observation quelques heures pour être sûr que la crise est bien passée. Adrien hoche la tête, incapable de formuler une phrase complète. Camille lui tend un gobelet d'eau en plastique. Buvez. Vous êtes aussi tout blanc que lui, vous savez. Il prend le verre, cligne des yeux, presque surpris par cette attention dirigée vers lui. Merci. Je ne savais pas que ça pouvait arriver comme ça, si vite. C'est souvent le cas, malheureusement, répond-elle. Léo a déjà été diagnostiqué asthmatique. Non, juste des bronchites répétées. On m'a parlé d'allergie, mais, vous savez, les médecins, les examens, on remet. Il se mord la lèvre, honteux. Camille se contente de hocher la tête, sans jugement. Ce n'est pas facile d'être parent, encore moins seul. Vous ne pouviez pas deviner la première crise. Maintenant vous savez. On va vous expliquer comment gérer si ça recommence et comment prévenir. On, répète-t-il. Elle sourit. Le médecin, moi et toute l'équipe. Mais je vais m'occuper de vous faire un petit kit de survie du papa d'enfant asthmatique. Elle accentue légèrement le ton, comme pour rendre la formule moins effrayante. Avec des explications claires, promis. Il la regarde, un peu plus attentivement. Elle doit avoir la trentaine, être un peu moins. Il remarque la petite tache de stylo sur sa manche, la fine chaîne d'argent à son cou, les mains légèrement abîmées par le gel hydroalcoolique. Rien d'extraordinaire, et pourtant, tout dégage une chaleur rassurante. « Vous avez des enfants » échappe-t-il, puis se reprend aussitôt. « Pardon, ça ne me regarde pas. » Camille sourit, habituée à ces confidences impulsives des parents inquiets. « Non, pas d'enfant. Juste une nièce de 4 ans, qui a décrété que j'étais sa tata préférée du monde entier. Donc je considère que c'est un bon début. » Léo remue sur le lit, tirant légèrement sur le tube relié au nébuliseur. Il ouvre des yeux encore brillants. « Papa !» Adrien se penche vers lui. « Je suis là, mon bonhomme. Tout va bien. » Léo repère Camille. « C'est la dame du masque magicien. »« Exactement, » dit-elle en se rapprochant. « Et tu as été super courageux. Tu sais que tu as aidé tes poumons comme un champion ?» Le petit garçon esquisse un sourire. « Tu restes ?» La question, simple, traverse Adrien comme une flèche. Léo ne demande presque jamais à quelqu'un d'autre de rester. Depuis que sa mère est partie, il s'est refermé, timide avec les inconnus. Camille hésite un quart de seconde, puis s'assoit au pied du lit. « Je dois m'occuper de d'autres enfants aussi, mais je reviens tout à l'heure, d'accord ? Et en attendant, je vais dire à tes poumons qu'ils ont fait du bon boulot. » Léo hoche la tête, rassuré. Quand elle se lève,
Adrien la suit du regard. Il n'a pas l'habitude de sentir sa gorge se serrer pour autre chose que le stress des réunions. Là, c'est différent. Quelque chose en lui, qu'il croyait fossilisé, réagit à la douceur, à cette manière qu'elle a de parler à son fils comme s'il était la personne la plus importante du monde. Il ne met pas encore de mots dessus, c'est trop tôt, trop fragile. Alors il se contente de caresser les cheveux de Léo et de murmurer « On est tombé sur quelqu'un de bien, mon Léo, vraiment bien ». Il ne se doute pas que ce n'est que la première nuit d'une histoire qui va lentement, discrètement, changer leur vie. Les semaines suivantes s'organisent autour de nouveaux repères. Rendez-vous chez le pneumopédiatre, test allergologique, ajustement des traitements. Léo apprend à reconnaître les signes avant-coureurs d'une crise. Adrien remplit son téléphone de rappels pour ne pas oublier les inhalations. Et il y a l'hôpital, encore, mais cette fois, ce n'est plus en urgence. Un lundi après-midi, ils ont rendez-vous dans le service de pneumologie pédiatrique pour un atelier d'éducation thérapeutique. Adrien n'avait pas vraiment compris ce que c'était, mais l'idée d'être éduqué, comme un mauvais élève, ne l'enchantait pas. Pourtant, quand il pousse la porte de la petite salle colorée, la première personne qu'il voit, c'est elle, Camille. Elle porte un gilet en laine par-dessus sa blouse, une tasse de thé fumant à la main. Autour de la table, 2 autres enfants feuillettent un livre sur les poumons, accompagnés de leurs parents. « Bonjour », dit-elle avec un large sourire. « Ah, Léo, tu es venu ». Le visage du petit garçon s'illumine. « C'est toi ». Adrien sent, malgré lui, une chaleur singulière l'envahir. La voir à nouveau, dans ce contexte plus calme, lui fait un effet qu'il n'avait pas anticipé. « Je ne savais pas que vous faisiez ces ateliers », dit-il en s'approchant. « J'y participe de temps en temps », répond-elle. « J'aime bien, ça change des urgences. On a le temps de parler, d'expliquer et de faire des dessins moches de bronches sur des feuilles. » Elle montre un schéma approximatif sur le tableau blanc, et Adrien rit, un vrai rire. Pas ce petit ricanement social qu'il pratique dans les soirées professionnelles. Le temps de l'atelier, il découvre une autre facette de Léo. Le gamin, d'ordinaire plutôt réservé, pose des questions, montre son inhalateur avec une certaine fierté nouvelle. « Et si je fais du foot, est-ce que je peux courir ?» demande-t-il. Camille l'écoute attentivement. « Tu sais, être asthmatique ne veut pas dire que tu ne peux rien faire. Il faut juste apprendre à connaître ton corps et à te préparer. Beaucoup de sportifs de haut niveau sont asthmatiques. » Adrien lève la tête, surpris. « C'est vrai ? » ?»« Oui, » confirme-t-elle. « On en parlera avec le médecin. Mais l'important, c'est d'adapter, pas d'interdire. Léo a le droit d'avoir une vie d'enfant. Comme tu t'aimes. » Cette phrase frappe Adrien. Une vie d'enfant. Il se rend compte que sa première réaction avait été de vouloir tout limiter. Le foot, les sorties, les anniversaires. Par peur, par besoin de contrôler. Après l'atelier, alors que les autres parents quittent la salle, Camille s'approche de lui. « Comment ça se passe, à la maison ?» Il soupire. « J'essaye d'être parfait. Et je rate tous les jours. » Elle penche légèrement la tête. « C'est quoi, pour vous, un parent parfait ?» Il ouvre la bouche, puis la referme. On ne lui pose pas souvent ce genre de questions. D'habitude, on lui demande ses prévisions de croissance, la stratégie de l'entreprise, ses objectifs à 5 ans. Pas sa définition d'un parent. Quelqu'un qui ne fait jamais d'erreur, finit-il par dire, qui anticipe tout, qui protège son enfant de tout. Camille secoue doucement la tête. Alors ça n'existe pas. Et ce serait terriblement angoissant, vous ne croyez pas ? Il sourit, malgré lui. Comment ça, angoissant ? Imaginez grandir avec quelqu'un qui ne se trompe jamais, qui ne reconnaît jamais ses failles. Comment apprendre que l'erreur fait partie de la vie ? Adrien baisse les yeux. Il pense à son propre père, toujours sûr de lui, jamais un mot sur ses doutes. Un roc étouffant. Vous avez le droit d'avoir peur, ajoute Camille. L'important, c'est ce que vous en faites. Et là, vous êtes là, avec lui. Vous venez aux ateliers, vous posez des questions. C'est déjà beaucoup.
Cette manière de reframer les choses le déstabilise. Il ne se souvient pas de la dernière fois où quelqu'un lui a dit qu'il faisait déjà beaucoup. Dans son monde à lui, beaucoup n'est jamais suffisant. Il faut toujours plus vite, plus loin. Sur le chemin du retour, Léo trottine à côté de lui, le sac à dos cognant légèrement contre ses omoplates. « Elle est gentille, Camille, » dit-il soudain. Adrien se tourne vers lui. « Oui, très. Elle explique mieux que le docteur, et elle m'a dit que j'étais courageux. » Un silence. « Tu crois qu'elle a un mari ?» La question le surprend tellement qu'il manque de trébucher. « Pourquoi tu demandes ça ?» Léo hausse les épaules. « Je sais pas. » Tu souris quand tu la regardes. Les enfants, avec leur regard direct, voient souvent ce que les adultes s'évertuent à ne pas nommer. Adrien sent une chaleur lui monter aux joues, comme un adolescent. « On ne pose pas ce genre de questions aux gens, Léo, » marmonne-t-il, gêné. Et puis, « Camille, c'est ton infirmière, tu sais. »« Mais moi, je l'aime bien, » insiste le petit. « On pourrait l'inviter manger à la maison. » Adrien rit, un peu trop vite. On ne fait pas ça. Pourtant, cette idée s'installe quelque part, dans un coin de son esprit. Une table, 3 assiettes, un rire de femme dans son appartement trop silencieux. Les semaines passent, ponctuées de rendez-vous. Chaque fois qu'ils vont à l'hôpital, Léo cherche Camille du regard. Et, comme par hasard, ils finissent souvent par la croiser dans un couloir, dans la salle d'attente, devant l'ascenseur. « Alors, les inhalations, ça va ?» demande TL un jour. « Il oublie tout le temps !» s'exclame Léo en riant. Adrien proteste, faussement outré. « C'est faux. J'ai mis 3 alarmes sur mon téléphone. C'est toi qui râles parce que tu n'aimes pas le goût. » Camille les écoute se chamailler, amusée. Elle aime cette complicité, même maladroite, entre un père et son fils. Elle le voit, cet homme, sous d'autres angles, quand il se penche pour nouer le lacet défait de Léo, quand il attend une explication médicale sans jouer au chef, quand il remercie tout le monde à la fin de chaque consultation, même si parfois les nouvelles ne sont pas celles qu'il espérait. Elle sait aussi qu'il est PDG. Elle l'a entendu au téléphone, dans le couloir, évoquant des deadlines et des investisseurs. Elle l'a vu partir précipitamment une fois, rappelé par une urgence au bureau, laissant Léo avec sa grand-mère pour un examen important. Le regard du petit ce jour-là l'a poursuivi longtemps. Un soir d'orage, Léo est hospitalisé pour une surveillance renforcée après une crise plus sévère. Camille s'arrange pour être dans le service ce soir-là. Officiellement, c'est un simple ajustement de planning. Officieusement, elle sait qu'Adrien sera là, assis sur cette même chaise en plastique, le regard perdu sur les moniteurs. Et elle a envie d'être là aussi. Il est presque minuit quand elle pousse la porte de la chambre. Léo dort, un ourson serré contre lui. Adrien, lui, est penché sur son ordinateur portable, l'écran éclairant son visage fatigué. « Vous travaillez encore ?» chuchote-t-elle. Il sursaute, referme aussitôt l'ordinateur comme un élève pris en faute. « Désolé. C'est une habitude. » Elle s'approche, jette un coup d'œil au petit garçon. Il dort bien. La crise est derrière nous. Adrien passe une main sur son visage. « Je ne comprends pas. On fait tout bien. Les traitements, les rendez-vous, les inhalations, et il finit encore à l'hôpital. On peut faire tout bien et avoir quand même des obstacles, » répond-elle doucement. « Vous savez, ce n'est pas un échec. C'est une maladie qui s'apprivoise, pas qui se contrôle parfaitement. » Elle hésite, puis s'assied. « Vous avez l'air épuisé. » Il laisse échapper un rire sans joie. « Je suis PDG. Être épuisé, c'est un peu dans la fiche de poste. Et être papa célibataire ?» Il secoue la tête. Ce n'était pas dans le plan. Aucun des deux, à vrai dire. Dans le silence qui suit, on entend la pluie battre contre les vitres, le bourdonnement lointain de l'hôpital qui ne dort jamais. « Et vous ?» demande-t-il. « Vous, comment on finit infirmière en pédiatrie? On choisit de passer ses nuits à rassurer des parents paniqués ?» Elle sourit, un peu surprise de se retrouver de l'autre côté des questions. « Je voulais être maîtresse, au départ. Puis,
Ma petite sœur est tombée malade quand on était ado, hospitalisée souvent. Je passais des heures à l'hôpital avec elle. Les infirmières, elles étaient ce lien entre nous et ce monde médical complexe. Elles traduisaient, elles rassuraient, elles étaient là quand le médecin était déjà parti. Ça m'a marqué. « Votre sœur va bien ?»« Oui », répond-elle avec un sourire qui se fait plus large. Elle m'envoie encore des messages pour me dire que je dramatise trop avec mes petits patients. Mais moi, je sais ce que c'est que d'avoir peur sur une chaise comme celle-là. Elle lui jette un regard furtif. Je sais aussi qu'on oublie souvent de demander aux parents comment il va. Adrien détourne les yeux. Je vais, comme je peux. Il ne donne pas plus de détails. Mais dans ce « comme je peux », il y a les nuits blanches à répondre à des mails, la culpabilité de ne pas être assez présent, la peur de revivre l'abandon qu'il a subi quand Claire a claqué la porte. Camille le sent, sans connaître toute l'histoire. Elle aimerait lui dire qu'il a le droit d'être fatigué, que ce n'est pas un aveu de faiblesse. Mais elle sait aussi qu'il y a des choses qu'on ne peut pas précipiter. Ce soir-là, en quittant la chambre, elle ne se doute pas que la distance entre l'infirmière et le père vient de se réduire imperceptiblement, pas assez pour être visible, juste assez pour que, dans le cœur de chacun, l'autre ne soit plus tout à fait un inconnu. Les histoires qui guérissent ne sont jamais des lignes droites. Elles zigzaguent, trébuchent, se perdent parfois avant de retrouver le chemin. Pendant quelques mois, la vie s'organise autour d'un fragile équilibre. Léo va mieux. Les crises sont moins fréquentes. Adrien a embauché une assistante personnelle pour l'aider à gérer les rendez-vous médicaux, à réaménager son emploi du temps pour partir plus tôt certains soirs. Il croise toujours Camille à l'hôpital. Parfois, ils échangent quelques mots rapides, un sourire, une plaisanterie. D'autres fois, une conversation s'étire un peu plus longtemps, dans un couloir, à la machine à café. Un jour, entre deux patients, elle le surprend au téléphone dans le hall. Il parle anglais, la voix tendue. « I don't care about the valuation. If I lose my sanity in the process, Mark. Yes, I know what's at stake. But I also know I have a son who needs me. We'll find another investor if necessary. » Camille ne comprend pas chaque mot, mais elle saisit l'essentiel. Il est en train de poser une limite, de dire non, pour son fils. Elle ne peut s'empêcher de sourire. Mais les choses se compliquent le jour où deux mondes jusque-là séparés décident de se télescoper. C'est un jeudi matin. Léo doit faire un bilan respiratoire important. Adrien a déplacé une réunion avec des investisseurs venus de Londres pour être présent. Il a tout organisé avec une précision militaire. Déposer Léo à l'hôpital, assister au bilan, revenir au bureau, enchaîner sur la réunion. Sauf que les bilans d'hôpital n'ont que faire des plannings de PDG. Un retard, un imprévu, un enfant avant eux qui fait une crise de panique et bloque la salle. Le temps s'étire. Adrien regarde sa montre toutes les 2 minutes. Léo, assis sur la chaise en plastique, joue avec son inhalateur. Camille arrive, les cheveux encore un peu humides, elle vient de se laver les mains. « Bonjour vous deux. Désolé. On a un peu de retard ce matin. » Adrien tente de sourire. Ce n'est pas grave. Mais son pied bat nerveusement. « Si vous avez besoin de partir, je peux rester avec Léo, » ajoute-t-elle. « On est plusieurs dans l'équipe, il ne sera pas seul. » Léo se fige. « Tu pars, papa ?» La question, tremblante, frappe Adrien en plein cœur. Il se souvient des promesses non tenues de son propre père. Il se souvient surtout du regard de Léo le jour où sa mère a fait sa valise. « Non, » dit-il, d'une voix ferme. « Je reste. » Camille hoche la tête, respectueuse de cette décision. Mais plus tard, alors qu'ils sont enfin dans la salle d'examen, le téléphone d'Adrien se met à vibrer frénétiquement. 3 appels manqués, des messages qui s'accumulent. Il essaie de les ignorer. Pourtant, quand le nom de son associé s'affiche, il sent la panique monter. « Excusez-moi », murmure-t-il à la technicienne. « C'est très important. » Il sort quelques instants. Puis 10, puis 15. Léo souffle dans le spiromètre, surveillé par la technicienne. Camille, qui passait dans le couloir,
observe la scène par la porte entr'ouverte. Elle voit le visage du petit garçon se fermer peu à peu, sa concentration se fissurer. Quand Adrien revient, les traits tendus, Léo tourne la tête vers le mur. « Je suis désolé, Léo, c'était... Tu avais dit que tu restais. » Coupe l'enfant, sans le regarder. Sa voix est calme, mais Camille sait que c'est pire que des cris. C'est la déception qui se pose, silencieuse, dans un coin du cœur. Après l'examen, elle trouve Adrien seul dans le couloir, adossé au mur, les mains enfoncées dans les poches de son manteau. « Ça ne s'est pas bien passé ?» demande-t-elle doucement. « Avec l'examen ? Je ne sais pas encore. Avec mon fils ? Non. » Il laisse échapper un rire amer. « Je suis coincé dans un mauvais remake de ma propre enfance. » Elle fronce les sourcils. « Comment ça ? Mon père. Il promettait beaucoup, et il annulait souvent, toujours pour de bonnes raisons, bien sûr. Le travail, la carrière, les responsabilités. J'ai passé mon adolescence à me jurer que je ne ferai jamais ça à mes enfants. » Il la regarde, impuissant. Et pourtant, aujourd'hui, c'est exactement ce que je viens de faire. Camille croise les bras, non pas dans un geste fermé, mais comme pour contenir sa propre émotion. Vous savez, la différence, c'est que vous en êtes conscient, et que ça vous fait mal. Ce n'est pas rien. Ça ne change pas le fait que Léo m'en veut. Il n'a pas besoin d'un père parfait, Adrien. Il a besoin d'un père qui sait dire « Je me suis trompé et je suis désolé ». C'est la première fois qu'elle l'appelle par son prénom. Il le remarque, malgré le tourbillon dans sa tête. Quelques jours plus tard, les résultats du bilan tombent. La maladie de Léo est un peu plus sévère qu'espéré. Rien d'insurmontable, mais cela nécessite un ajustement important du traitement, une vigilance accrue. Adrien, déjà fragilisé, le prend comme une gifle. Il réagit comme il sait le faire au travail. Il veut des solutions, des plans d'action, du contrôle. On pourrait changer de spécialiste ? Avoir un deuxième avis ? Un autre hôpital ? Demande-t-il en rafale. Le médecin reste patient. Camille, présente à la consultation, observe en silence. « On peut consulter un confrère si vous le souhaitez », répond le médecin. Mais le protocole actuel est celui qui est recommandé dans ce type de cas. L'important sera surtout le suivi au quotidien. Au quotidien. Là où il a l'impression de faillir constamment. En sortant de la consultation, Adrien marche vite dans le couloir, comme s'il pouvait échapper à la nouvelle. Camille le rattrape. « Adrien, je dois retourner au bureau, » lâche-t-il. « On a une négociation cruciale. » Il s'interrompt, conscient de la fausse note. « Comment vous faites, vous ?» demande-t-il soudain. « Comment vous faites pour rentrer chez vous après tout ça, pour ne pas vous effondrer en sachant que ces enfants dépendent de vous, Eurodon ?» La question la surprend par sa brutalité. « Parfois, je m'effondre, » répond-elle honnêtement. « Pas devant eux, chez moi, dans ma salle de bain, sous la douche. Et puis je me relève, parce que je sais que je ne suis pas seul, que je fais partie d'une équipe, et que je ne suis pas responsable de tout. » Elle marque une pause. « Vous voulez être responsable de tout. De la santé de votre fils, de la réussite de votre entreprise, du bonheur de tout le monde. C'est beaucoup trop pour un seul homme. » Il serre les dents. « Si je ne le fais pas, qui le fera ? Personne. Et c'est ça, la réalité. Il y aura toujours des choses qui vous échappent. C'est effrayant, mais c'est aussi humain. » Ce jour-là, il n'est pas prêt à entendre ces mots. Il hoche vaguement la tête, s'éloigne, le regard perdu. La crise, la vraie, éclate quelques semaines plus tard. Une urgence au boulot, encore. Mais cette fois, elle prend des proportions inattendues. Un bug critique dans le logiciel, une faille de sécurité, exploitée par des hackers, des clients majeurs, menacent de les lâcher. C'est toute l'entreprise qui vacille. Adrien se jette dedans comme on se jette dans un incendie. Il enchaîne les nuits blanches, les réunions, les appels. Il mange n'importe quoi, dort peu, et quand il est avec Léo, il regarde son téléphone toutes les 5 minutes. Un soir, Léo fait une légère crise d'asthme. Rien de dramatique en temps normal. Mais l'inhalateur est resté dans le sac de sport,
Chez la nounou, Adrien, au bureau, répond à peine au message affolé. Je suis en conf call importante. Appelle le médecin si besoin. Je rentre tard. La nounou gère, calme la crise. Mais le lendemain, Léo refuse de mettre ses chaussures pour aller à l'école. À quoi ça sert que je fasse attention si toi tu oublies mon inhalateur? Lance-t il. Cette fois, la phrase fait vibrer quelque chose de profond. Adrien explose. Tu crois que c'est facile, Léo? Tu crois que je m'amuse? Je travaille comme un fou pour que tu aies une bonne vie, un toit, de quoi te soigner. Je ne peux pas être partout. Le silence qui suit est plus violent que les mots. Le petit garçon baisse la tête, les yeux brillants. Je voulais juste que tu sois là, murmure-t-il. La dispute laisse des traces. Léo devient plus silencieux, plus distant. Il obéit, prend ses traitements, fait ses devoirs, mais quelque chose de spontané s'est retiré de lui. Adrien, absorbé par la crise de son entreprise, ne le voit pas tout de suite. C'est Camille qui le remarque. Lors d'un rendez-vous de suivi, elle trouve Léo étonnamment calme, presque trop. « Alors, comment ça va, toi ?» demande-t-elle en lui posant le stéthoscope sur le dos. « Ça va, » répond-il mécaniquement. « Tu fais toujours du foot ?»« Non, j'ai arrêté. »« Pourquoi ? C'est compliqué avec les inhalations. Et puis papa travaille beaucoup. »« Et yes, sire. »« Et donc pas. » Elle sent une petite alarme se déclencher dans sa tête. « Et toi, ça te manque ?» Un silence. Un peu. Après la consultation, elle trouve Adrien dans le couloir. Il a l'air épuisé, les épaules voûtées. « Léo a arrêté le foot », dit-elle sans détour. « Oui », répond-il, sur la défensive. C'était trop compliqué à gérer. Les entraînements, les crises possibles, le travail, c'était compliqué pour vous. Mais pour lui, il se renfrogne. « Vous insinuez que je suis un mauvais père ?» Elle secoue la tête. « Non, je dis que parfois, ce qu'on fait, dans le but de protéger nos enfants, les prive aussi de choses qui les rendent heureux. » Il sent la colère monter. Pas vraiment contre elle. Contre lui-même, contre le monde, contre cette impression d'être pris au piège de ses propres contradictions. « Vous ne savez rien de ma vie, Camille. » Lâchetait-il plus durement qu'il ne l'aurait voulu. « Vous me voyez 1 heure toutes les quelques semaines et vous pensez pouvoir juger mes décisions ?» Elle encaisse le coup, surprise, blessée. « Je ne juge pas, » dit-elle calmement. « Je m'inquiète pour Léo. C'est mon travail. »« En tagneuse. »« Votre travail s'arrête à l'hôpital, » rétorque-t-il. « Le reste, c'est mon affaire. » Cette phrase, elle la recevra comme une gifle pendant plusieurs jours. Elle qui a donné tant d'elle-même, qui a veillé tard, qui a pris des nouvelles auprès de collègues, se retrouve renvoyée à une fonctionnalité. Son badge, sa blouse, ses horaires. Elle redresse les épaules. « Très bien, » dit-elle, professionnelle. « Je vous laisse. Bonne journée, monsieur Morel. » Ce monsieur Morel est comme une porte qui se ferme. Il le remarque aussitôt, mais la fierté, la fatigue, la peur l'empêche de dire quoi que ce soit. Les semaines suivantes, Camille demande à ne plus être en première ligne pour le suivi de Léo. Officiellement, c'est un simple réajustement de planning. Officieusement, elle se protège. Elle sent qu'elle s'est trop impliquée, qu'elle a laissé entrer cette famille dans un espace de son cœur qu'elle garde habituellement à distance. Adrien, de son côté, sent un vide étrange lors des rendez-vous. Il croise d'autres infirmières, compétentes, gentilles. Mais il cherche inconsciemment un chignon un peu défait, un sourire qui dit « Je te vois au-delà de ton rôle de PDG paniqué ». Léo, lui, pose la question frontalement. « Elle est où, Camille ?» demande-t-il un jour. Adrien hésite. « Elle doit travailler dans un autre service. Tu crois qu'elle ne nous aime plus ?» La naïveté de la question lui tord l'estomac. « Non, mon cœur. Je crois surtout que papa a dit des choses pas très gentilles et que ça lui a fait de la peine. Il a du mal à prononcer ces mots, mais il le fait. Pour Léo, pour lui aussi. Tu peux lui dire pardon ?» insiste l'enfant. Adrien ne répond pas.
Il n'est pas encore prêt. Ou il croit ne pas l'être. La vie continue. L'entreprise d'Adrien finit par passer la tempête. Les investisseurs restent, le bug est corrigé, la presse ne s'empare pas de l'affaire. Et pourtant, lorsqu'il rentre chez lui, l'appartement silencieux ne lui procure plus cette satisfaction de réussite. Il y a trop de choses cassées à l'intérieur pour que le cadre reste brillant. Les histoires qui guérissent ont besoin d'un moment de vérité. Celui d'Adrien et Camille arrive un samedi matin de printemps, au parc de la Tête d'Or. Léo est invité à un anniversaire. Les parents ont prévu des jeux, une chasse au trésor, des ballons. Le parc est plein de rires d'enfants, de poussettes, de joggeurs qui passent en silence. Adrien, d'abord, se sent un peu perdu dans cette effervescence. Il n'a pas souvent le temps d'accompagner son fils à ce genre d'événement. Mais cette fois, il s'est promis de rester, de ne pas partir avant la fin. Pendant que Léo court avec les autres, il s'assoit sur un banc, regarde les arbres se balancer. Il se surprend à respirer un peu plus librement. C'est là qu'il la voit. Camille marche sur le chemin de gravier, un sac en toile à l'épaule, une petite fille de 4 ans accrochée à sa main. Elle rit à quelque chose que l'enfant vient de dire, la tête rejetée en arrière. Il ressent un choc, comme si le temps se dilatait soudain. Pendant une seconde, il hésite à se cacher, à détourner le regard. La honte de leur dernière conversation lui remonte à la gorge. Mais la petite fille le devance. « Regarde, tata le monsieur, il a le même inhalateur que moi. » Elle pointe du doigt Léo, qui, en plein jeu, a sorti son inhalateur de sa poche pour le montrer à un ami. Camille suit la direction de son doigt et leurs regards se croisent. Elle s'arrête. Un battement de cœur, puis un second. « Léo !» appelle Adrien. Le petit garçon se retourne, aperçoit Camille, et se met à courir vers elle comme s'il venait de voir un super-héros. « Camille !» Elle s'accroupit juste à temps pour le recevoir dans ses bras. L'odeur d'herbe, de soleil, et ce petit corps qu'elle a si souvent vu sous des draps d'hôpital maintenant en pleine course dans un parc, c'est un contraste qui lui serre le cœur. « Hé, champion !» dit-elle en le serrant contre elle. « Tu as grandi ou c'est moi qui rapetisse ?»« Miaz, et Miaz. J'ai un nouvel inhalateur bleu, » s'exclame-t-il. « Et je sais le prendre tout seul maintenant. Je vois ça, » sourit-elle. Quand elle se relève, Adrien se tient devant elle. Il a l'air un peu plus fatigué qu'avant, mais aussi différent. Comme si quelque chose en lui avait cédé, laissant place à autre chose. « Bonjour », dit-il maladroit. « Bonjour », répond-elle. Un silence inconfortable s'installe, seulement interrompu par la petite fille qui tire sur la manche de Camille. « Tata, c'est qui ?»« C'est Léo. Un petit garçon très courageux que j'ai rencontré à l'hôpital, » explique Camille. « Et voici ma nièce, Anna. Moi aussi je suis courageuse, » affirme Anna avec sérieux. « Je n'en doute pas une seconde, » répond Adrien, amusé malgré lui. Léo regarde autour de lui. « Tu restes avec nous ?» Il y a une chasse au trésor, et il y a un gâteau au chocolat. Camille hésite, regardant sa nièce. « On était venu nourrir les canards, hein, Anna ?» La petite hausse les épaules. « On peut faire les deux. Le trésor, ça a l'air mieux que les canards. Les canards, ils s'en fichent du pain. » L'innocence de l'enfance, une nouvelle fois, vient trancher dans la complexité des adultes. Adrien se lance. « Vous pouvez vous joindre à nous, si vous voulez, » dit-il. « Les autres parents, ils ne m'en voudront pas d'amener du renfort. » Camille hésite une seconde de plus. Elle se souvient de ses résolutions. Garder ses distances, ne pas se mêler trop profondément à la vie de ses patients. Et en même temps, elle sait aussi qu'il y a des rencontres qu'on ne peut pas forcer à rester dans les cases. « D'accord », finit-elle par dire. « Mais seulement si on a le droit de manger du gâteau, nous aussi. » La chasse au trésor commence. Les enfants courent partout, cherchant des petits papiers colorés, criant des indices. Adrien observe Léo, plus vivant qu'il ne l'a vu depuis longtemps, courir à côté d'Anna et des autres. « Il a l'air bien », murmure Camille, à côté de lui. « Il va mieux », répond Adrien. « J'ai fait quelques changements. » « Quel genre de changement ?» Il sourit, un peu gêné.
J'ai refusé un gros contrat parce qu'il impliquait de voyager 3 semaines par mois. J'ai recruté un directeur des opérations pour m'aider. J'ai instauré une règle, pas de réunion après 10 à 8 heures, sauf cas exceptionnels. Imo les as. Elle le regarde, sincèrement étonnée. Ça n'a pas été facile, ajoute T. On m'a dit que j'étais fou, que je sabotais ma carrière. Mais je crois que j'en avais besoin. Léo aussi. Et comment vous vous sentez? Il prend une profonde inspiration. Terrifié, avoue-t-il. Et en même temps, un peu plus vivant. Il reste un moment en silence, regardant les enfants. Camille, reprend-il finalement, je voulais m'excuser. Pour ce que je vous ai dit l'autre jour à l'hôpital, c'était injuste. Vous aviez raison de vous inquiéter. J'étais tellement dans le contrôle de tout que je ne supportais plus qu'on pointe ce qui n'allait pas. Elle le fixe, touchée par cette honnêteté. Merci, dit-elle simplement. Je sais que ce n'est pas facile à dire. Léo m'a demandé de vous dire pardon, ajoute-t-il avec un sourire triste. Je crois qu'il s'est senti abandonné quand vous n'étiez plus là. Une pointe de culpabilité traverse Camille. Je voulais prendre un peu de distance, explique-t-elle. J'avais l'impression de m'impliquer trop, de franchir une ligne invisible. La ligne infirmière, patient? Oui. Elle, qu'une onfélène. Et maintenant? Elle réfléchit un instant. Maintenant, nous sommes dans un parc, sans blouse, sans badge. Léo va mieux. Vous avez réorganisé votre vie. Peut-être que la ligne a changé. Il hoche la tête, absorbant ses mots. Je ne sais pas ce que je peux vous proposer, dit-il hésitant. Je ne suis pas très doué pour ce genre de choses. Je sais gérer une levée de fonds, pas une... Il cherche le mot. Rencontre. Elle l'aide. Vous pourriez commencer par un café. C'est moins effrayant qu'une levée de fonds. Il éclate de rire, surpris par sa propre légèreté. Un café, répète-t-il. Oui, je peux gérer un café. Très bien. Alors vous pouvez m'inviter, si vous voulez. Elle a dit ça avec un naturel désarmant, mais son cœur bat un peu plus vite. Camille, il prend une inspiration. Accepteriez-vous de prendre un café avec moi, sans inhalateur, sans bilan respiratoire, juste un café? Elle fait mine de réfléchir, comme si la décision était d'une importance capitale. D'accord, dit-elle enfin, à une condition. Laquelle? Qu'on le prenne dans un endroit où Léo et Anna pourront avoir un chocolat chaud aussi. Je crois qu'ils ont quelque chose à fêter. Il suit son regard. Léo et Anna viennent de trouver le dernier indice du trésor. Ils sautent de joie, leurs inhalateurs serrés dans leurs petites mains comme des trophées. « Ça me va », répond-il. Le café en question aura lieu une semaine plus tard, dans une petite boulangerie du quartier de Camille. Une table en bois près de la vitrine, 2 chocolats chauds avec de la chantilly pour les enfants, 2 cafés crème pour les adultes. Léo et Anna s'entendent à merveille. Ils comparent leurs expériences d'hôpital, leurs peurs, leurs habitudes. Ils parlent d'un ton très sérieux de la meilleure manière de prendre son traitement sans que ça ait mauvais goût. Pendant ce temps, Camille et Adrien parlent aussi. De choses légères, d'abord, de musique, de films, de la météo capricieuse de Lyon. Puis, petit à petit, les sujets s'approfondissent. Il lui raconte le jour où Claire est partie. Pas avec colère, mais avec cette tristesse lucide de quelqu'un qui a accepté que certaines histoires d'amour ne sont pas faites pour durer. J'ai longtemps pensé que c'était de ma faute, avoue-t-il, que je n'avais pas su être assez présent, assez amoureux, assez tout. Et maintenant ? Demande Camille. Maintenant, je me dis que nous étions 2 à nous perdre dans un modèle qui ne nous convenait pas, qu'elle avait le droit de vouloir autre chose, et que moi, j'ai le droit de vouloir un amour différent, plus vrai. Elle l'écoute, les mains entourant sa tasse chaude. Elle, de son côté, lui parle aussi. De son ex, ce garçon rencontré pendant ses études d'infirmière, qui ne supportait pas qu'elle consacre autant de temps aux autres. Il me reprochait d'être épuisé, de ramener l'hôpital à la maison, raconte-t-elle. Il voulait une fille toujours disponible, toujours légère.
J'ai mis du temps à comprendre que je n'avais pas à m'excuser d'aimer mon métier, ni d'être touché par la souffrance des autres. Il a dû être aveugle pour vous laisser partir, murmure Adrien. Elle sourit, un peu gênée. Ce n'est pas qu'une question d'aveuglement. Il avait ses propres blessures. Mais je sais aujourd'hui que je veux une relation où on ne me demande pas d'être moins. Moins quoi? Moins présente pour les autres. Moins impliquée. Moins moi. Il hoche la tête, pensif. Je crois qu'on cherche la même chose alors, dit-il doucement. Quelqu'un avec qui on n'a pas besoin de s'excuser d'être qui on est. Leurs regards se croisent. Il y a dans cet échange quelque chose de simple, de presque évident, comme si, au milieu des inhalateurs, des nuits aux urgences et des tensions professionnelles, une évidence avait fini par émerger. Ils se comprennent, pas parfaitement, pas entièrement, mais suffisamment pour entrevoir une possible histoire. Les mois passent. Leur relation se construit doucement, sans grande déclaration, sans feu d'artifice, plutôt comme un jardin qu'on arrose régulièrement. Adrien apprend à envoyer un message à Camille, non pas seulement quand il y a un problème médical, mais aussi pour lui dire « Léo a couru tout le match aujourd'hui, aucune crise » ou « On a regardé ce film dont tu m'as parlé, Léo a adoré ». Camille, elle, apprend à accepter de recevoir autant qu'elle donne. Quand elle termine une garde particulièrement difficile, elle sait qu'elle peut l'appeler et entendre. « Je viens te chercher à la sortie de l'hôpital, on va marcher un peu. Tu n'auras pas à rentrer seul ce soir. » Léo, au milieu de tout ça, s'épanouit. Son asthme ne disparaît pas. Ce serait une autre histoire, une histoire mensongère. Mais il apprend à vivre avec, à courir malgré tout, à s'arrêter avant la crise, à écouter son corps. Il sait aussi qu'il a le droit d'avoir peur, qu'il a le droit d'être en colère, et qu'il y a maintenant 2 adultes pour l'aider à traverser ça. Un soir d'automne, alors qu'ils dînent tous les 3 chez Adrien, des pâtes un peu trop cuites, mais mangées dans un éclat de rire général, Léo lâche soudain, la bouche pleine. « Tu sais, papa, je crois que Camille, elle a soigné ton cœur aussi. Pas que mes poumons. » La phrase tombe, simple, évidente. Adrien et Camille se regardent, pris au dépourvu. « Ah bon ?» demande Camille, en jouant avec sa fourchette pour cacher son émotion. « Et comment tu sais ça, toi ?» Léo hausse les épaules. « Avant, tu faisais tout le temps la tête. Tu criais contre ton téléphone. Tu ne jouais plus trop avec moi. Maintenant, tu souris plus. Et tu cries moins. Et tu fais des blagues nulles. » Adrien rit, ému. « Des blagues nulles, vraiment ? Oui. Mais je préfère ça à quand tu ne faisais pas de blagues du tout. » Citrésino. Le cœur de Camille se serre, mais cette fois, c'est une douce pression. Elle se tourne vers Adrien. « Je crois qu'il a raison, tu sais, » murmure-t-elle. Il prend sa main sur la table, un geste encore nouveau, mais plus tout à fait hésitant. « Tu as soigné mon fils, » dit-il. « Tu m'as appris à le voir autrement, à me voir autrement aussi. Et sans le savoir, tu as soigné une partie de moi que je croyais irréparable. » Elle secoue la tête. « Je n'ai rien réparé, je t'ai juste accompagné. C'est toi qui as eu le courage de changer. » Il sourit. « Alors on dira qu'on s'est soignés un peu ensemble. » Léo, qui observe la scène, secoue la tête avec l'air sérieux qui le caractérise parfois. « Vous êtes bizarres, les adultes, » déclare-t-il. « Vous parlez beaucoup pour dire que vous vous aimez. » Camille éclate de rire. Adrien aussi. « Peut-être qu'il a raison, » dit-elle. « On pourrait faire plus simple. » Elle se tourne vers le petit garçon. « Tu sais, Léo, il y a des histoires qui commencent à l'hôpital. Des histoires qui font peur au début, avec des masques magiciens, des machines qui bipent et des parents qui ont très peur. Et puis, petit à petit, ça devient d'autres histoires. Des histoires avec des footings au parc, des gâteaux au chocolat, des devoirs de maths ratés, des soirées à regarder des films. Des histoires qui font du bien. Des histoires qui guérissent, ajoute Adrien. « Voilà, » approuve-t-elle. Léo réfléchit un instant. « Alors, la nôtre, elle guérit ?» Camille échange un nouveau regard avec Adrien. « Oui, » répond-elle.
Je crois qu'elle guérit un peu plus chaque jour. Ce soir-là, lorsque Léo s'endort, respirant calmement, Adrien et Camille restent un long moment dans le salon, la lumière tamisée, une tasse de tisane entre les mains. Ils ne parlent pas de « toujours » ni de promesses pour l'éternité. Ils parlent de demain, de la semaine prochaine, des vacances de Toussaint qu'ils aimeraient passer quelque part, où l'air est bon pour les poumons, près de la mer peut être. Ce n'est pas un conte de fées où tout serait réglé d'un coup. L'entreprise d'Adrien connaît encore des tensions, les gardes de Camille restent éprouvantes, Léo fait encore parfois des crises, et il y a des jours où la fatigue et l'irritation reprennent le dessus. Mais il y a aussi maintenant une maison où l'on sait demander pardon, où l'on sait dire « j'ai peur, je suis fatigué, j'ai besoin de toi ». Une maison où un père, une infirmière et un petit garçon apprennent ensemble que l'amour ne supprime pas les problèmes, mais qu'il donne la force de les traverser autrement. Et peut être que, quelque part, au fond de cette maison, un vieux masque magicien, rangé dans une boîte, sourit aussi, parce qu'il sait qu'il a été le point de départ d'une aventure bien plus grande que lui, celle d'une femme qui a soigné un enfant, et, sans le savoir, le cœur de son père.